Bonne étape, Claude. Merci beaucoup, Guillaume. À Ça a bientôt. été la nuit CP1, je serai là. Ok, ouais, la nuit ça a été. J'ai un peu froid, j'ai remis ma combi, mais écoute, on a bien dormi. Allez, 85 km, on se retrouve demain, ça va aller. À tout à l'heure. Salut, c'est Guillaume. Je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode hors série depuis le Marathon des Sables. Aujourd'hui, c'est une étape très particulière et très redoutée puisque c'est l'étape longue qui va s'étaler donc sur 2 jours. Donc pour les premiers qui arrivent, ils auront une journée de repos demain. Et pour les plus lents, qui sont partis ce matin à 8h15, il est possible pour eux d'arriver jusqu'à 19h jeudi. Ils ont donc la possibilité de mettre 35 heures pour rallier la ligne d'arrivée. Cet épisode va être aussi un petit peu particulier puisque vous l'avez entendu, j'ai pour habitude d'aller interroger mes invités à l'issue de leur étape. Donc ça ne sera pas possible aujourd'hui puisque même Meryl qui va arriver a priori plutôt dans le haut du classement ne sera pas là avant la tombée de la nuit. Donc je vous propose de tous les retrouver demain pour avoir leurs sentiments sur cette 4e étape. J'ai quand même été faire un petit tour ce matin sur le bivouac, donc pour aller prendre un petit peu le pouls. Je suis retombé sur les futurs mariés que vous avez entendus hier en ouverture de l'épisode. J'ai aussi eu le plaisir d'échanger avec Sissi Cusso qui, comme à son habitude, a été extrêmement disponible et extrêmement souriante alors qu'elle était en plein petit-déj. Vous l'entendrez, cet épisode a été marqué pas mal par le vent, on vous en parle, c'est un élément qui est très présent dans les derniers épisodes. Il y a certains passages de l'épisode où le vent est relativement fort, mais on comprend globalement bien ce que les invités ont à partager avec nous. Vous allez avoir, comme le veut la tradition, le briefing de départ de Patrick Bauer, un petit mot de Claude aussi et de Sam au CP1. Et pour la suite et la fin de l'épisode, je suis allé récolter le témoignage d'Émilie qui a pris la décision d'abandonner hier. Je trouvais ça aussi évidemment intéressant de partager avec vous le regard de quelqu'un qui a pris cette lourde décision. Vous verrez, Émilie est très sereine par rapport au choix qu'elle a fait de ne pas continuer. Et son histoire est intéressante puisqu'elle était inscrite à 2 avec son mari Nicolas qui lui va continuer le Marathon des Sables et qui a donc pris le chemin du départ sans elle ce matin. Donc je les ai interrogés tous les deux pour avoir un peu leur regard sur la gestion de l'abandon et sur son acceptation. Allez, trêve de bavardage, on commence cet épisode consacré à la 4e étape du Marathon des Sables. Bonne écoute. J'ai retrouvé Romain et Virginie pour ceux qui ont écouté l'épisode d'hier. On a eu le droit à une demande en mariage. On l'a entendu de loin, mais t'as bien dit oui. J'ai bien dit oui. Est-ce qu'il y a eu des larmes ? Il y a eu des larmes, mais c'est surtout il m'a coupé l'herbe sous les pieds parce que je comptais lui faire ma demande le soir même pour son anniversaire. Ah non. Bah si. Improbable, vous êtes bien trouvés tous les deux, on peut le dire là. Oui. C'était pas prévu, enfin ça s'est fait le soir. Bon alors c'est où, c'est quand et à quelle heure faut venir ? Ah, on sait pas. Oh, c'est pas du tout. Ok. Ça sera le mariage vraiment, mystère. Vous avez d'autres priorités en ce moment, c'est ça que vous voulez me dire ? Ouais, carrément. Les 86 bornes. Voilà, finir la grosse étape déjà. Bonne étape longue à tous les deux et félicitations encore, on est très heureux pour vous. Merci beaucoup. Merci. Salut Guillaume. C'est l'heure du petit-déj ? Oui, c'est l'heure du petit-déj que j'ai décalé un petit peu plus tard parce que comme on part à 11h15, voilà, je m'étais dit ça sert à rien de le prendre trop tôt. C'était la question, est-ce qu'on le prend très tôt et on reprend une petite collation ? Est-ce qu'on le prend plus tard ? Voilà, j'ai choisi l'option de le prendre plus tard. C'est quoi au menu ce matin ? Alors, j'ai mis des mueslis mélangés aux fruits et au chocolat, les restes de ce que j'avais, et un peu de protéines, de la poudre, de récup. On prend les restes, hein, voilà. Comment s'est passée la nuit ? J'ai pas eu froid, c'est la première fois que j'ai pas froid, tu vois, parce que je me suis enroulée dans le tapis, j'ai trouvé une solution. Enfin, je me mets au bout et je m'enroule dans le tapis, mais non, pas bien dormi. Tu sais, t'es à même le sol, tu trouves pas ta position, tu te retournes 15 fois, t'as mal aux hanches, mal aux côtes. Donc la nuit pas terrible, mais ça va, je me sens réveillée et puis j'ai envie, donc tout va bien. Et comment se passe le réveil le matin ? J'imagine que vous vous levez très tôt, vers 5h30, 6h. Est-ce que vous êtes obligé de mettre le réveil ou est-ce que par la force des choses, avec les mouvements qu'il y a sur le bivouac, vous êtes naturellement réveillé ? Ouais, on n'a jamais mis un seul réveil. Effectivement, dès qu'il y en a un qui se lève, t'entends les gens qui commencent à parler, le jour aussi. Ça se fait assez naturellement, c'est plutôt bien en fait, parce que t'es pas brutalisé par la sonnerie du réveil et c'est plutôt chouette. Les 50 premiers du classement masculin et le top 5 féminin s'élancent 3 heures plus tard que le reste du peloton, donc à 11h15 ce matin. Est-ce que tu trouves que c'est un handicap ? Est-ce que tu aurais préféré que ce soit différemment ? Ouais, j'avoue, j'aurais préféré partir plus tôt parce que ça va faire un peu plus de nuit du coup. Donc moi j'aime bien le départ en groupe, il y a l'effet collectif, tu vois, donc partir derrière ça va faire bizarre. Après je pense que si on arrive à rattraper les derniers, il y aura un côté entraînant et un peu le partage sympa aussi. Donc à voir comment ça se passe, mais c'est vrai que c'est frustrant de voir tout le monde partir et toi d'attendre 3 heures. Et je pense que le départ à 50, ça va être drôle aussi.
C'est aujourd'hui le 4e jour de l'étape, donc tu commences à bien domestiquer la façon dont s'organisent les journées et puis l'alternance de courses et puis les moments de récupération et les moments sur le bivouac. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quel est ton sentiment par rapport à ce que tu as pu connaître? C'est sûrement très différent des courses que tu as pu faire jusqu'à maintenant et puis notamment du fait qu'il y a une partie des étapes qui se passe dans le sable. Est-ce que tu peux nous livrer un peu ton sentiment maintenant avec 4-5 jours d'expérience derrière toi? En fait, j'ai déjà fait des courses, enfin des défis comme ça sur plusieurs jours, le GRV en 5 jours, le Tour des Pyrénées en 5 jours aussi, le Tour de Minorque en 4 jours, tu vois. Donc au début, quand je me suis lancée de ce genre de défi, je savais pas comment le corps allait encaisser les 4 fois 40 km, 5 fois 50 km. Et en fait, c'est surprenant, ouais, comme le corps on sous-estime en fait nos capacités bien souvent et on peut le faire après. Bien sûr, il faut soigner la récup. Là, on a la chance d'avoir le temps de récupérer entre les étapes, etc. Mais ouais, c'est assez bluffant parce qu'on se dit comment je vais pouvoir repartir après avoir fait 100 bornes. Et puis après étape de 86, c'est vrai que on se dit mais derrière il y a 42 km à faire. Mais ouais, on le fait. Alors bien sûr, on part, on est un peu plus poussif, les allures sont un peu plus lentes, mais ça se gère. Il faut... Ah, j'appréhendais quand même, faire 86 km après avoir fait 100 et derrière refaire 40. Ouais, j'appréhendais. Après, c'est vrai qu'en temps normal, c'est les distances que j'aime, mais pas forcément après avoir fait 5 km. Qui dit départ à 11h15 dit forcément passage de nuit compte tenu de la longueur de l'étape du jour. Est-ce que c'est un moment que tu appréhendes ou que tu es contente de retrouver? On peut imaginer que ce sera évidemment magnifique, ce ciel dans le désert avec aucune lumière, ça sera probablement somptueux. Est-ce que c'est un moment que tu attends avec impatience? Ouais, ça va être particulier, c'est sûr. Quand on se lève la nuit et qu'il fait tout noir, le bivouac est calme, tu lèves les yeux, c'est magnifique, il y a un ciel étoilé incroyable, donc de vivre ça en course, forcément ça fait envie. Après on sera en course, donc ce sera un peu différent, on va pas forcément prendre le temps de trop s'émerveiller, mais je pense qu'il faudra prendre le temps de le faire et je pense qu'on en gardera des beaux souvenirs et il va falloir prendre des photos avec les yeux. Merci beaucoup Sissi, bonne fin de petit-déj et puis on fait le point demain. Yes. Bonne étape. Merci beaucoup Guillaume. Alors aujourd'hui c'est le départ de l'étape qui suscite un peu des craintes parce qu'elle est longue, mais ne vous inquiétez pas, on va y revenir tout à l'heure et on va vous rassurer, ne vous inquiétez pas, on est là tout le long du parcours, médical, docteur, commissaire bivouac, jour et nuit, H24. Vous allez nous trouver sur votre itinéraire en permanence. Alors, hier, malheureusement, les abandons ont continué, moins qu'avant-hier évidemment, mais il y a eu 16 abandons à l'issue de l'étape numéro 3, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 79 abandons depuis le départ de la première étape. Donc merci d'avoir une petite pensée pour ceux qui sont repartis, qui ne peuvent pas poursuivre l'aventure avec nous. Je voulais quand même féliciter Samir El Bidali. Samir, tu es arrivé hier, malgré le retard, tu es arrivé pile poil dans les temps. Merci, vraiment ça fait plaisir. Donc vous êtes ce matin 822 sur la ligne de départ. Alors aujourd'hui, vous avez vu, s'il vous plaît, prenez votre roadbook, 85,6 km, 7 checkpoints, 85,8. Comme je vous l'ai dit au briefing général, il y avait une erreur sur votre roadbook, c'est bien 35 heures de temps maximum autorisé. And so the maximum time, as we told you in the general briefing on day 1, is 35 hours. Chaque CP sur votre roadbook indique un horaire de fermeture pour vous aider à gérer la course jusqu'au bout et être sûr d'arriver dans le temps maximum autorisé. En général, c'est largement suffisant. Mais voilà, regardez bien votre roadbook, ainsi que pour l'hydratation, puisque vous aurez 2 bouteilles d'eau minérale à tous les CP, sauf au CP numéro 1 et au CP numéro 7, une bouteille d'eau. Sinon, 2 bouteilles à chaque CP. Alors je sais qu'il y en a qui s'angoissent sur cette longue étape ou qui n'ont jamais parcouru 85 km, surtout dans le désert, et la nuit, sous les étoiles. Vous allez voir que c'est crescendo, ça va en montant en puissance
Vous allez découvrir des paysages extraordinaires. À chaque CP, les équipes sont là pour vous accueillir. Allez-y CP par CP, tranquillement, n'allez plus en kilomètres. Profitez de cette étape extraordinaire. Vous allez voir cette nuit qu'on va vous retrouver au CP, sous les étoiles. Ça va être magnifique. C'est un souvenir qui va vous marquer à tout jamais. Donc gérez bien cette étape parce que là, elle est très importante, même au niveau des compétiteurs. Ça peut bouleverser le classement. Donc merci en tout cas de nous donner ce spectacle chez les compétiteurs hommes et femmes. Il y a du piment dans le couscous. Le chrono, c'est OK. Allez, en musique. 30 secondes avant le départ. Wouh! Allez, celle-là, c'est la bonne. Attention, 15 secondes avant le départ. Attention, top 5. 5, 4, 3, 2, 1, go! Soyez prudents. Vous êtes magnificos. Take care. You're beautiful. Congratulations. Rendez-vous au CP1 comme d'habitude. T'es pas là pour nous jouer à ta partie de platine, là, un peu de son, là. Non, c'est vrai. Autre histoire, mener le platine en plein désert, là, vas-y, on fait une rêve direct. À méditer. Ah non, mais rêve en courant, alors je vous suis, parce que sinon là ça va pas le faire. Vous voulez le programme là ou pas pour après 10 bornes, je crois. Ouais, 10 bornes. 10 bornes. Et il y a un Jebel dans 4. Un gros là, ouais, c'est cette merde. Ouais, un 4. Faut longer la crête sur le Jebel. Ok. Et après, c'est sablonneux en gros, il n'y a pas trop, trop ça de recule caillasse. là maintenant, c'est la merde pendant 10 Ouais, bornes. c'est sablonneux pendant 4. Les pieds vont commencer à morfler, ils morflent déjà là, ils gonflent. Je descends dans les. Je descends déjà les pieds, tu vois, donc c'est vrai. Encore un orteil de moins. Non, c'est les mêmes, mais là ils sont en mode. Pourquoi tu t'arrêtes? On a eu frein nous ici, vous avez eu frein un moment sur le parcours, Ouais, c'est va, couvert ouais. C'est jouable. Enfin, c'est plus jouable. Ouais. Gentiment plus jouable. C'est relatif. Ouais, c'est ça. Donc là c'est 10 et après c'est 12. Ok. Mais CP par CP. Ouais, bah ouais. Faut pas... Ça va Sam? Ça va pour un moment, ouais. Ouais. C'est cool là. Ah toi? Ouais, super. Ouais, tranquille. J'ai un peu mal au ménisque. Non, ça va. Non, je suis nickel. Non, je te vais. Ah ouais. Non, c'est gentil, merci. Prends une petite pastille de sel. Hein. Ça va Mohamed? Ouais. Ah, je sais, c'est à Thomas. Je sais à qui c'est. Tu veux garder? Bon, tu veux qu'on laisse à l'orga? T'emmerdes pas Sam, je vais aller le filer à l'orga. Dossard 100, tente 89. Tente 89? Thomas, Ok, tu veux que je fasse? Bonjour. Bonjour Émilie. Bonjour, Moi c'est Guillaume, je t'ai pas dit, je m'appelle Guillaume. enchantée. Émilie, tu as arrêté, t'as décidé d'arrêter la course hier, c'est ça? Tu as abandonné à la fin de la 3e étape? Non, j'ai abandonné au CP2 de... au CP2 de la 3e étape, c'est ça. Donc c'était après le Jebel, c'est ça? Ouais, après le Jebel, parce qu'en haut, c'était impossible, il y avait trop de vent, j'étais épuisée mentalement et même physiquement, j'en pouvais plus. J'ai une grosse ampoule sous le pied et avec le vent, Nico, mon mari, il faisait que me tenir. Je manquais de tomber à chaque instant. Vous avez fait toutes les étapes précédentes ensemble avec Nico? Oui, et on avait décidé de le faire ensemble et du coup on a fait les 3 premières étapes ensemble et quand il m'a laissé au CP2, il est parti comme une gazelle. Tu dirais que c'est plutôt la tête ou le physique là, qui a lâché? Les deux. À la fin de la 2, j'avais déjà la tête qui avait lâché en fait. La tempête, ça t'a secoué? Ah, c'était horrible. C'était, j'arrivais plus, j'avais plus envie. Voilà. Tu pressentais que ça allait être peut-être la dernière étape hier? Même avant-hier, je m'étais déjà posé la question savoir si je prenais la 3 ou pas et au final je l'ai faite, j'ai fait mes 18,5 premiers puis voilà, ça m'allait très bien, j'ai vu de beaux paysages magnifiques avec une orga géniale donc voilà, nickel. C'est une décision qui doit être évidemment difficile à prendre. À quel moment tu t'es dit ok là c'est certain je peux plus, qu'est-ce qui fait que c'est le petit détail où tu te dis ok ça s'arrête et puis c'est mieux pour moi et faut que ça se termine ici? C'était de voir aussi, moi j'étais en souffrance, mais je voyais aussi mon mari en souffrance parce que c'était pas son allure, c'était le sac sur le dos pendant entre 7 et 9 heures. Pour moi déjà c'est dur, mais pour lui c'était presque infaisable. C'est la première fois que tu es allé sur ce type de course?
Oui, exactement. C'est la première fois que je fais une si grosse distance, donc je suis contente de moi quand même. Ouais, tu peux, bien sûr. T'es sereine avec ta décision là aujourd'hui? Tu te réveilles en disant que c'était la chose qu'il fallait faire? T'as pas un semblant de regret? Je n'ai aucun regret. J'étais tellement soulagée hier de retourner dans ma tente avec les autres et de leur dire c'est bon, je m'arrête là. Non, je suis contente. Et Nico, ça a été pour lui la suite de l'étape? Je crois qu'il l'a fait en pleurant, mais il a rattrapé du monde, donc il a rattrapé, je crois, 300 personnes. Donc pour lui, après ça va pas être du costaud non plus, mais bon, ça va être costaud pour lui parce que, il a du mal à dormir et de rattraper, de pas avoir couru vraiment pendant 3 jours, c'est compliqué pour lui. Donc là, il va finir pour toi et pour vos enfants, c'est ça? Exactement, je pense qu'il va le faire sereinement, plus sereinement parce qu'il sait que je serai à l'hôtel et donc c'est mieux pour lui. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus là, sur les premiers jours que t'as vécu sur ce marathon des sables? Pas forcément sur la course en elle-même, mais peut-être sur l'ambiance, sur les rythmiques au quotidien, la façon dont se passent les journées. Qu'est-ce qui t'a surpris? Les choses que t'as aimées, les choses que t'as trouvées plus délicates, c'était quoi? Alors j'ai adoré la vie sur le camp parce qu'en fait je me suis retrouvée dans une tente, on s'est retrouvés dans une tente avec des gens mais formidables alors qu'on les connaissait pas et c'est toute finalement une vie et on voit toute l'organisation qu'il y a derrière, c'est incroyable. Après ce qui est un peu plus galère quand on est une fille aussi, c'est la pudeur et les toilettes, mais au final au bout du 3e jour l'hygiène on s'y fait un petit peu. Ouais, on fait sauter les barrières, au début on n'ose pas et puis après il n'y a pas le choix de toute façon. On le voit là sur le camp, même quand nous on se balade, on voit qu'au fur et à mesure des jours les gens sont de plus en plus tout nus. Exactement, mais ça m'a étonné aussi de voir des mecs au loin tout nus et rien à faire, les bras ballants, voilà. On se disait qu'ils allaient faire pipi de plus en plus près des tentes maintenant. Au début tu vas à 500 mètres parce que tu es au milieu du désert et là c'est devant tout le monde. On s'approche de plus en plus. Là le programme pour toi c'est retour à Ouarzazate, c'est ça aujourd'hui ou tu restes pas sur le campement, c'est ça? Tu es obligé de repartir à l'hôtel en attendant que tout le monde finisse la course? Oui, on est obligé de repartir à Ouarzazate et puis moi je vais attendre mon mari là-bas. Tu vas l'encourager très fort. Je pourrais le suivre sur le site du MDS et voir sa progression. Est-ce que c'est déjà trop tôt pour se projeter sur une deuxième tentative ou sur un autre défi peut-être avec Nico? Est-ce que tu as déjà l'esprit à ça? Est-ce que c'est tout de suite l'idée du rebond ou là c'est plutôt redescendre, se retaper un peu le moral physiquement? Alors j'avais déjà en tête moi d'aller faire une autre course un peu moins cossue et puis un peu plus courte distance et pas à étape donc mais bon ça y est réfléchir. Un projet à 2 ou pas forcément? Si, projet à 2. Toi, ton profil de coureur, c'est quoi? Enfin, de coureuse en l'occurrence. Moi, je suis à la base, j'étais une coureuse du dimanche. Avec 4 enfants, j'essaye de faire comme je peux. Mais bon, voilà, je suis très bien comme ça. Bravo, en tout cas, tu peux être très fier de tout ce parcours accompli jusqu'à maintenant. Quand même, les étapes, elles étaient très compliquées. Donc, bravo d'avoir fait tout ça et de t'être lancé dans cette grande aventure. Tu peux être très fier de toi. Et puis maintenant, tous avec Nico. Et puis avec les un peu plus de 700 coureurs qui restent, il y a eu quand même beaucoup de casses là, cette année. Je ne sais pas si tu as suivi les stats, mais il y a beaucoup d'abandons. Hein. Il y a eu beaucoup d'abandons, effectivement. Et à la base, on me disait que c'était 5% et on les avait atteints, je crois, dès le premier ou le deuxième jour, je ne sais plus. Exactement, ouais. Voilà, donc oui, on sera avec Nico et merci Guillaume. Bien, merci beaucoup. Bonne récupération. On se donne rendez-vous à Ouarzazate. Parfait, merci beaucoup. Bonne journée. Salut. Salut, donc je suis avec Nico. Salut. Nico, donc, qui est le compagnon d'Émilie, que vous venez d'entendre. Et Émilie qui a donc dû rendre son dossard après la 3e étape. Ouais. Une décision difficile à prendre, j'imagine, pour elle. Et puis assez lourde de conséquences pour toi, j'imagine, pour le moral, Nico? Pour elle, c'était pas si difficile parce que c'était devenu une évidence. Elle avait fini l'étape 2 complètement épuisée, avec des ampoules, mais c'était peut-être secondaire. Et elle a quand même repris le départ de la 3 et c'était quand même un début d'étape un peu technique, un peu difficile et elle était crevée. C'était la meilleure décision à prendre pour elle. Que j'ai 1000 fois appuyé, mais souvent dans ces cas-là, c'est beaucoup plus dur pour celui qui reste. Et ça a été le cas. Je suis reparti du checkpoint 2 où je l'ai laissé pour attaquer l'Haute-Fall que j'ai monté et descendu avec plusieurs larmes dans les yeux. Ouais. C'est ce qu'elle nous a dit, effectivement. Les témoignages concordent. Qu'est-ce que ça change pour toi, Nico, là, sur la fin de course? Je lui en dois une, donc je suis obligé d'aller chercher la médaille. Dans tous les cas, ça c'était une évidence.
Et puis on a fait le point hier et c'est une nouvelle course qui commence. Je change de binôme, je prends Julie l'épicier qui est avec moi dans la tente, qui est une super coureuse, et on va essayer de lui faire grappiller pas mal de place au classement femmes parce qu'elle est déjà bien placée. 39e je crois, me disait Émilie. C'est ça, elle est 39e et c'est une spécialiste de l'ultra distance comme moi, donc c'est pas une étape qui nous fait spécialement peur, même si on est conscient de ce que ça représente, mais voilà, on est habitué, on sait gérer la nuit, on sait gérer l'effort. Donc je pense qu'à deux, si moi les jambes répondent, parce que ça fait 3 jours qu'elles n'ont pas couru, parce qu'on a beaucoup marché, je pense qu'on peut faire un truc sympa pour elles, et puis on se connaît bien avec Juju, donc ça peut être vraiment sympa. Ouais. On n'a pas parlé vraiment de ton profil de coureur. Est-ce que tu peux nous dire, toi Nico, effectivement le type de distance sur lequel tu es, le genre de format que tu aimes, pour que nos auditeurs voient un petit peu plus quel type de coureur tu es? Moi j'aime le long, le très long à pied, j'aime l'aventure, donc voilà, moi ma distance un peu de prédilection elle se situe entre 100 et 200 km. C'est vraiment les distances sur lesquelles je prends énormément de plaisir. On commence à avoir des sensations un peu sympas, donc voilà, je suis déjà finisher du marathon des sables. J'étais revenu pour la vivre à deux, et puis voilà, la saison elle continuera derrière. Il y a aussi des grosses courses. Il y a avec Jojo qui est 10e au général aujourd'hui du MDS, on sera sur la traversée de l'Auvergne au mois de mai qui fait 224. Avec Eric Le Blaché pour ceux qui le connaissent, parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui l'apprécient. On sera sur le GR54 au mois de juillet pour plus de 200 bornes en autonomie tous les deux. Donc voilà, c'est le genre de choses que moi j'aime bien faire. Ouais. Joli programme. Merci beaucoup Nico. Avec plaisir. Donc voilà, petit coucou à tous nos auditeurs qui vont suivre Nico aujourd'hui. Là, on espère tous que ça va super bien se passer. Rendez-vous demain. Je viendrai te faire un petit coucou, savoir tu nous racontes là pendant la journée off, que tu nous racontes comment ça s'est bien passé. Ouais, j'espère. Voilà, on a une belle tempête qui est en train de se lever, donc on croise les doigts pour que ça se calme un petit peu, ou alors qu'on l'ait dans le dos, parce que on en a un peu marre d'avoir les yeux remplis de sable et de regarder nos godasses toute la journée. C'était calme jusque-là, c'est le podcast qui a déclenché la tempête. C'est Patrick Bauer qui a installé un énorme ventilo de l'autre côté. Il y a beaucoup d'hélicos qui tournent là. Ouais. Il trouve que c'est trop facile sinon. C'est ça. Bonne étape Nico. Ciao, merci. Ciao. Merci à toi. C'en est fini de cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour faire le bilan de la 4e étape avec nos 4 invités. On croise évidemment très fort les doigts pour eux et on espère que la journée s'est passée sans trop de difficultés. Ciao!